29 juin 2019, 29 juin 2023, ça fait très exactement 4 ans, oui 4 ans, depuis que les Seigneurs m'ont fait grâce d'être appelée maman. Mais je vous dis, c'était juste une prière. Pour moi, je disais, bon, je vais devenir maman et puis c'est tout, on s'arrête là. Mais je ne savais pas qu'en réalité, je devais porter la joie, c'est lui qui sera la joie de tout le monde, de toute une nation. Un enfant qui allait traverser autant de frontières pour aller redonner le sourire à tout le monde. Et franchement, aujourd'hui, je suis très heureuse de célébrer le 4 ans de Yohan Gabriel Kalengai parce que c'est son anniversaire. Et oui, le petit roi est en train de grandir. Le petit chenille hier, aujourd'hui, qui devient de plus en plus papillon. Et je suis très heureuse de célébrer cela avec vous partout dans le monde parce que vous êtes devenus sa famille d'une manière ou d'une autre, où que vous soyez. Soyez dans la joie parce que c'est le jour de votre professeur, de votre juge, Kalengai. Et donc, heureux, joyeux anniversaire à toi, Yohan. Tu sais que maman t'aime énormément. Une prière, que le Seigneur continue de faire éclater sa gloire dans ta vie et que ça ne s'arrête pas là. De toute façon, ce n'est que les débuts, c'est même pas un quart. Ce n'est que les débuts. Et rendez-vous au sommet pour tout ce que le Seigneur nous a promis. Sois dans la joie, grandis en sagesse et en intelligence. Que le Seigneur éclaire de sa lumière sur toi et sois rempli d'intelligence et de sagesse. Surtout ne change pas. Je sais que tu verras cette vidéo quand tu auras 20 ans, 30 ans et j'aimerais que tu saches qu'on t'aime énormément et que voilà, sois toi. Où met la petite nangaï? Mais Marie-Daniel n'est pas invitée. Aujourd'hui seulement Marie-Daniel n'est pas invitée. Joyeux anniversaire Yohan Gabriel Ivans Kalengai. On va prendre en même temps cette chanson que Michel va nous proposer pour accentuer la fête du boss. À tout de suite. République démocratique du Congo, processus électoral, le train désormais en marche. C'est donc le fil conducteur de notre magazine ce matin, ici sur B1 Télévision, dont on est ensemble. Il est 10 heures passées de 5 minutes à Kinshasa. Alors, bienvenue à vous, chers invités. Bienvenue Aaron, docteur, vous allez bien? Oui, merci Madame Bénédicte Kalengai, ça va bien et salutations à tous nos téléspectateurs, aux co-débatteurs. Les téléspectateurs m'ont demandé de vous dire le 29 de Okufawa. Non, on a pu s'adresser sur le Marie-Daniel Aouya Pamba. Oui, alors ils ont dit Okufawa parce que l'ambassadeur va fêter son anniversaire. Alors, tout n'est Okufawa. Serge Mana, bienvenue. Merci madame. Salutations à nos co-débatteurs et salutations à nos téléspectateurs. Merci surtout pour l'invitation. On espère qu'on va passer de bons moments. Dans l'entretemps, on a continué les solos. Nous avons un anniversaire ambassadeur, donc je préfère nous rater l'invitation. C'est l'anniversaire de Yohan. Allez. Bonjour pour ce plateau. Bonjour à nos téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre la messe de réflexion chaque mardi à 10h sur B1. On est ensemble, on est là. Très bien. Je disais tout à l'heure, République démocratique du Congo, processus électoral, le train désormais en marche. 2023, année électorale en RDC. La Commission électorale nationale indépendante a publié un calendrier qui prévoit la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales et même les élections municipales au 20 décembre 2023. Depuis ce lundi 26 juin 2023, la CENI a officiellement ouvert 171 bureaux de réception de traitement des candidatures sur l'ensemble du territoire national, convoquant ainsi l'électorat pour la députation nationale. Cependant, dans l'arène politique, quelques doutes et hésitations nourrissent encore certains camps politiques. Le caractère inclusif de ces processus sera-t-il menacé? Ce calendrier est finalement réaliste? Nous cogitons sur ces différentes préoccupations ce matin ici dans We Are Together, Tukopa Moja, on est ensemble.
avec moi sur ces plateaux, mes invités que vous avez déjà eu à découvrir. Première question, sans plus tarder. Pensez-vous que la tenue des élections en 2023 est une priorité ou même une obligation au regard de la situation socio-économique et sécuritaire qui traverse la RDC à l'heure actuelle? Docteur Aron. Madame, merci pour la parole. La tenue des élections, c'est une exigence constitutionnelle. Oui, c'est une priorité. On va dire une obligation parce que nous sommes liés par certains textes qui nous régissent, notamment la loi mère qui est la Constitution. Nous avons nous-mêmes fait le choix de la démocratie, bien que c'est un choix que je ne partage pas personnellement. Nous avons nous-mêmes choisi la démocratie. Nous nous sommes décidés d'élire nos dirigeants avec un cycle de 5 ans et après renouvelable. C'est nous-mêmes qui avons décidé cela sur un pacte que nous avons mis en coulisses dans la Constitution. Alors, il nous faut donc respect de ces textes. Et donc, la tenue des élections aujourd'hui s'avère une priorité au regard, comme vous avez posé la question, au regard des différents enjeux, situations socio-économiques, sécuritaires et tout ce que vous voulez. Parce que c'est un moyen pour la population de sanctionner ses dirigeants. On peut sanctionner positivement ou négativement. C'est-à-dire ceux dont on estime qu'ils ont bien fait leur travail, qu'ils ont été à la hauteur de leurs tâches, on va leur reconduire. Ceux dont nous pensons qu'ils n'ont pas été performants par rapport aux tâches qui leur ont été assignées, ils seront sanctionnés négativement. Nous n'allons pas les reconduire, nous allons faire confiance à d'autres personnes. Donc, étant dans une démocratie aujourd'hui, nous avons un cycle des élections que nous avons commencé à pérenniser depuis 2006, 2011, 2018 et aujourd'hui 2023. Il nous faut donc respecter cela, mais seulement il faut bien faire les choses. Et donc, c'est une priorité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par bien faire les choses? Bien faire les choses, évidemment, vous savez, les élections en Afrique, ça a toujours été des moments où le pays est très divisé. Ça c'est le cas, pas seulement en Afrique, sous d'autres cieux également. C'est vrai que sous d'autres cieux, ils ont quand même eu à pousser cette culture démocratique un peu plus loin, mais ça cause beaucoup plus de problèmes chez nous, ici en Afrique. Pendant les moments des élections, c'est les moments où il y a des scissions tribales, par exemple, des scissions sur beaucoup de plans, parce que les gens veulent le pouvoir pour le pouvoir. Et donc, dans cette façon de faire les choses, il faudra que l'organisateur des élections, c'est-à-dire la CENI, soit réellement indépendante, comme le dit son nom, et il faudra que les acteurs politiques également, de part et d'autre, soient sérieux et responsables. Parce qu'il ne faudra pas après que les acteurs politiques puissent profiter de leur position d'opposants, par exemple, ou du pouvoir pour essayer d'influencer les choses d'une telle ou telle autre manière. Et donc, aujourd'hui, la tenue des élections, c'est une priorité parce que c'est une exigence constitutionnelle et nous devons respecter ces cycles que nous sommes décidés nous-mêmes, n'est-ce pas, de mettre en œuvre. Voilà. Très bien. Serge Mania. Merci, madame. Est-ce que vous partagez l'avis du docteur Aron Kazet? Je crois que je partage un tout petit peu son point de vue. Les élections restent un rendez-vous constitutionnel, surtout que nous avons levé cette option. Au-delà de tout, je crois que le pouvoir doit circuler. Il ne faut pas qu'on puisse avoir un pays où nous avons les mêmes personnes depuis qu'ils étaient là. Donc ça vaut la peine d'organiser les élections. Quand ceux qui étaient là n'ont pas répondu à nos aspirations, du coup, nous pensons changer de ça, c'est l'éternelle chanson, finalement. À un moment, on a comme l'impression que l'homme congolais, l'être insatisfait, en fait, a toujours été insatisfait, mais peu importe qui on va mettre à la tête, finalement, donc, le Congolais sera toujours insatisfait et que, voilà, à la fin de tout ça, ça sera toujours on veut quelqu'un d'autre, et même si... ça sera une chanson assez répétitive. La raison d'existence d'un humain, c'est il est à quête de l'accomplissement de besoins. Alors, dans ce besoin-là, dans la satisfaction, dans la quête de la satisfaction de ses besoins. Alors, dans cette recherche-là, c'est normal que la population qui est là a de besoins et il y a des leaders qui sont là et la population attend que ces leaders résolvent leurs problèmes. Si des leaders viennent là-bas, au lieu de résoudre leurs problèmes, ils se servent eux-mêmes ou ils entrent dans des histoires qui ne sont pas si importantes. Donc je crois que c'est normal que ce cycle électoral puisse exister pour que chaque fois, ça soit un peu une sorte de sanction pour ceux qui n'ont pas bien travaillé. Donc je crois qu'on est obligé d'aller dans cet élan-là. C'est vrai que moi, personnellement, je me dis, nous, les Africains, je crois que
on n'est pas encore habitué à voir des autorités qui partent comme ça. Il fallait normalement qu'on puisse avoir peut-être un roi là qui... Mais dès lors, ces gens ne répondent pas aux besoins de la population. Je crois qu'il faut aller aux élections. Alors, des élections, avec la situation économique que nous vivons, il faut calculer au moins ce qui prend, le budget qu'on alloue pour les élections. Si on pouvait les allouer pour activer certains points sociaux, je crois que ça allait être mieux, mais on n'a pas le choix. C'est ce que nous avons choisi, c'est dans nos textes et nous sommes obligés d'être respectueux des textes. Nous ne pouvons qu'aller aux élections. Très bien, merci Serge Mania. Jos Kellinger. Merci Tout le monde beaucoup, a droit à la parole. Madame Bénédicte. Je pense que j'ai bien suivi les propos, même les idées des co-débatteurs. Je pense être partagé par rapport à l'avis de mon ami Aaron Kazadi. Les élections aujourd'hui en RDC, certes, c'est une obligation, mais pas une priorité. Okay. Étant donné que nous voulons nous conformer à la demande de la Constitution ou même à l'exigence de la Constitution, voilà pourquoi nous vous appelons ces élections pour respecter les cycles électoraux. Mais si le peuple décide qu'au regard de la situation que le pays traverse, au regard de la situation sécuritaire que le pays traverse, de reporter ces élections, le peuple peut décider. Le peuple peut s'élever pour dire on n'organise pas les élections en 2023, pouvons encore redonner encore un peu de temps pour stabiliser les choses, donner un élan que nous attendons tous, et puis nous irons aux élections. Voilà pourquoi même il y a une réflexion qui est sortie, je crois que d'un des scientifiques, pour dire qu'aujourd'hui, le mandat, le nombre d'années de mandat accordé au président de la République, même dans une législature de 5 ans, paraissent être insignifiants. Parce que on se dit 5 ans pour accomplir un programme, ça devient du coup difficile pour qu'un régime arrive à stabiliser, à remettre les choses dans le bon chemin. Parce que vous allez savoir, prenez même le cas de 2018, on va peut-être négliger cela, mais ce sont des faits qui retardent un peu le gouvernement ou même les régimes qui arrivent en place pour mettre ces projets, son programme en œuvre. Prenez 2018, nous avions eu 2 ans à passer avec tout ce qu'il y a eu comme réclamation, revendication de la part de l'opposition, ceux qui ont estimé avoir gagné les élections et qu'on n'a pas proclamé par la CENI. Du coup, prenez 2006, 2011, 2018, nous avions assisté à de telles situations. Je ne dis pas qu'en 2023, cela ne va pas arriver. Il se peut qu'en 2023, qu'il y ait des gens qui vont encore contester. Et nous allons perdre 2 années en train de contester les élections, en train de refuser la légitimité de ceux qui vont gagner les élections, on va perdre le temps. Et moi, je me dis, bon, comme c'est une exigence constitutionnelle, allons-y, mais si on devait parler de priorité, les élections aujourd'hui en République démocratique du Congo, surtout pour cette année, n'est pas vraiment une priorité. Mais devons-nous nous conformer à la Constitution? Et si le peuple estime, je le dis, et je répète mon ami Aaron, si le peuple estime que les élections de 2023 peuvent être repoussées pour remettre encore les choses dans le rail, c'est possible de le faire. Madame, s'il vous plaît, je veux réagir par rapport à ce que Jos est en train de dire. Allez-y. C'est bien, j'aime cette logique-là. Si le peuple refuse, si le peuple estime, mais le peuple va s'exprimer par quel moyen? Le peuple s'exprime par voie des référendums. Ça, c'est clair. Et donc, s'il faut organiser un référendum aujourd'hui, c'est encore des moyens pour rejoindre ce que Serge était en train de dire. Au regard de la situation économique, on peut allouer cet argent-là des élections à autre chose qui pourrait servir au développement du pays. Ça, c'est un fait. Mais tout ce que vous êtes en train de dire là, en fait, c'est tout simplement une façon de relever les faiblesses du système démocratique. Tout simplement. Quand vous dites, par exemple, qu'il y a une certaine opinion qui pense que 5 ans, un mandat de 5 ans pour le président de la République, c'est peu et qu'en 5 ans, on ne peut rien faire, évidemment, en d'autres termes, ça cache tout simplement pour dire la faiblesse de la démocratie à l'Occident, ici chez nous en Afrique. Exactement, moi j'ai toujours partagé cet avis. Même si on disait aujourd'hui qu'on passe de 5 ans à 7 ans par exemple. En 7 ans non plus, on va pas faire grand-chose. Notre pays
aujourd'hui, nous avons besoin de placer vraiment des véritables fondements. Nous avons besoin d'aller sur des nouvelles bases. Et donc, cette façon de faire les choses, après 5 ans, il faut changer. Après 5 ans, il faut changer. Après 5 ans, il faut changer. Ça nous retarde. On fait du surplace, en fait. On n'avance pas, évidemment, parce que quand on veut commencer à travailler, du coup, on commence à penser aux prochaines élections. Comment on va se faire élire après? Les différents frais, l'argent qu'on pouvait injecté dans autre chose, dans des projets de développement, du coup, on est censé le mettre pour les élections. Et ces élections nous coûtent extrêmement cher pour ne rien rapporter. Même ce que vous dites que le peuple peut dire que 2023, ce n'est pas une priorité, on peut repousser. La seule façon pour que le peuple s'exprime, c'est par le référendum. Ce n'est pas des leaders politiques qui vont s'élever à gauche, à droite. Autrement, par exemple, certains leaders de l'opposition pour dire, écoutez, cette année, on ne peut pas avoir des élections, on doit repousser parce que le peuple ne veut pas. Nous, on n'a pas mandaté ces gens-là, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir. Le peuple n'a mandaté personne pour parler à sa place. Si vous voulez avoir l'avis du peuple, eh bien, organisez les référendums. Et l'organisation d'un référendum comme ça pour avoir l'avis populaire, c'est encore le frais. Alors, il faut peser. Est-ce qu'on doit mettre l'argent pour avoir l'avis populaire au sujet de oui ou non qu'on aille aux élections 2023, ou bien il faut mettre tout cet argent carrément pour aller directement aux élections pour que le peuple puisse sanctionner positivement ou négativement les différents dirigeants. Ouais. Oui, je ne refuse pas. Aaron a totalement raison. Quand il parle que les peuples s'expriment par voie de référendum, vous avez raison. Mais ici, j'essaie de vous faire voir que la situation que le pays traverse, oui, nous avons besoin des élections pour sanctionner positivement ou négativement ceux qui ont reçu mandat de la part du peuple. C'est vrai, nous avons besoin des élections pour redonner encore de la légitimité au gouvernement ou bien au régime qui va prendre le pouvoir en 2023. Si c'est le régime actuel qui revient en 2023, il a besoin de légitimité pour continuer ses actions politiques. Mais seulement, on se dit, c'est une réflexion qui est en train de s'être partagée. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mandats de 5 ans est en train de... Les nombres des années de ce mandat est en train de faire un travail par rapport à l'attente de la population. Ce n'est même pas un problème de nombre d'années, mon cher ami. C'est un problème du système démocratique en soi. Il faut aller avec la réflexion un peu plus loin. Si vous voulez rejeter en bloc ou si vous voulez revenir par rapport au problème du système démocratique, vous risquerez de tomber dans un système qui va encore plonger les pays dans une situation. Quel système? Le système que vous voulez installer. Non, ça c'est les Occidentaux qui vous ont fait croire. République démocratique du Congo, processus électoral. La démocratie nous a menés où? S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de vous rappeler que j'ai la police du débat. On se calme. Qu'en plein 20e minute de l'émission, nous avons encore 30 minutes et vos apaisements, nous allons bien atterrir, ça c'est ce qui est sûr. Alors, je disais tout à l'heure, République démocratique du Congo, processus électoral, le train désormais en marche. C'est donc notre sujet de ce matin ici, dont on est ensemble. Après la première question, dites-moi, chers invités, après la convocation de l'électorat par la CENI pour la députation nationale qui a eu lieu ce dimanche le 25 juin 2023, doit-on dire que la tenue des élections dans les délais constitutionnels est désormais un processus irréversible? Alors, moi je pense que, à l'allure où vont les choses, nous venons d'emprunter un chemin de non-retour. Donc, les gens ne peuvent que s'apprêter pour les élections. Maintenant, là, c'est depuis hier, je crois, avant-hier d'ailleurs, qu'on avait déjà lancé l'enregistrement de candidatures. C'est l'appel à la candidature, donc c'est déjà des élections, nous allons vers les élections. Donc, j'apprécie le président de la CENI et toute son équipe, le travail qu'ils sont en train de faire, puisqu'on sent qu'il y a le respect de calendrier jusque-là. Alors, sur le rendez-vous inévitable, nous allons vers les élections. Très bien. Madame, comme nous y sommes déjà, je pense que nous devons faire avec. Mon ami Aaron va toujours continuer à souffrir par rapport à ce système démocratique. Nous avons demandé qu'il y ait des élections. Le chef de l'État s'y est impliqué. La CENI aussi a confirmé qu'il y aura bel et bien des élections le 20 décembre 2023. Et comme nous avons l'ouverture des bureaux de dépôt de candidature, cela prouve encore à suffisance que cette volonté y est et cette détermination y est encore. Nous pensons et nous appelons à tous ceux qui sont en train de rêver que les élections en 2023 n'auront pas lieu, d'aller déposer les candidatures. Et même ceux qui se rétractent déjà, ce n'est pas aussi un problème, ils peuvent se rétracter et laisser la place à ceux qui ont encore besoin des élections. Mais, madame, vous savez, je suis d'accord. C'est vrai que là, ça semble être
une procédure maintenant irréversible. On va vers les élections, mais il faut suivre le président de la CENI lui-même. Il a mis sur la place publique quelques problèmes, quelques contraintes qui peuvent, n'est-ce pas, faire à ce que les délais ne soient pas respectés. Et ça, c'est tout à fait normal. Non, vous n'allez pas dire que ces contraintes vont faire que les délais ne soient pas respectés. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je veux nuancer comme pour dire que ce n'est pas forcément comme on a ouvert avec les dépôts des candidatures à la députation nationale qu'on aura forcément les élections dans les délais. Parce que lui-même, l'organisateur des élections, vous dit que nous avons des contraintes sécuritaires, nous avons des contraintes d'ordre financier, nous avons différentes contraintes qui peuvent compromettre, n'est-ce pas, les calendriers. Et donc, dans notre réflexion, il faut faire face avec. C'est-à-dire, il faut interpeller les différents responsables de ces secteurs-là pour que ces contraintes-là ne puissent pas entraver la bonne marche qui semble déjà avoir pris corps. C'est vrai, là, la CENI est en train de réceptionner les candidatures. Eh bien, ça devient quelque chose qui était peut-être un rêve, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Les bureaux de réception et de traitement des candidatures sont désormais ouverts. Cependant, il faut nuancer, il existe des contraintes qui peuvent faire à ce que ces processus ne puissent pas aboutir, notamment la sécurité, les financements. Et là, il faut voir la part du gouvernement. Il faut demander au gouvernement de s'activer. Il faut que le gouvernement donne le moyen qu'il faut à la CENI. Parce que si la CENI n'a pas le moyen, eh bien la CENI sera butée. Il faut demander au gouvernement de décaisser de l'argent pour la CENI. Et puis, là, je vais évoquer un fait. Il faut qu'on nous évite ces histoires où la communauté internationale vient mettre son argent pour l'organisation des élections. Moi, je pense qu'on avait déjà fait un pas de plus. En 2018, on a financé nos élections nous-mêmes, la République démocratique du Congo. Et je crois que c'est important. C'est important de financer nos élections nous-mêmes parce que c'est une affaire qui engage les Congolais. Parce qu'après, vous avez vu, après les élections du président Félix Antoine Tshisekedi, il y a quelques personnes de la communauté internationale qui se sont permis de lever les tons pour contester l'élection du président Félix Tshisekedi. Comme si ça leur engageait, alors que c'est une affaire des Congolais d'abord. Il y a quelques personnes, vous avez suivi la visite du président français Emmanuel Macron ici, la discussion qu'il a eue avec le président Félix Tshisekedi. Il y a un haut cadre même français qui a parlé d'une certaine chose qu'il a voulu qualifier de compromis à l'africain. Tout ça pourquoi? Pour essayer un peu de nous réduire, pour nous montrer que voilà, nous ne sommes pas adultes. C'est ça même, ce système démocratique que moi je plains. Cette histoire qui vient de chez eux, des Occidentaux, écoutez, ils ont une certaine façon de faire les choses et quand on nous l'impose ici, nous également, à un moment donné, je me pose toujours la question si nous sommes bons pour les élections, si nous sommes bons pour la démocratie. Parce que quand je vois le comportement de nos acteurs politiques en période électorale, je me dis, est-ce qu'on nous a donné quelque chose qui nous va? Quand je vois le comportement de nous aussi, la population, pendant la période électorale, je me dis apparemment, il faut qu'on apprenne d'abord. C'est bien d'évoquer la question du comportement des acteurs et de la population également. Moi, ça me permet justement de vous demander, une partie de l'opposition récuse à ce jour le fichier électoral et exige même la recomposition du bureau de la CENI. Pensez-vous que ces revendications devraient être prises en compte à ce jour avant de pouvoir poursuivre le processus électoral? Parce que ça ne date pas d'hier. Hein. Oui, écoutez madame, Ouais. c'est du déjà vu en fait. Les élections se préparent. Quand quelqu'un se sent qu'il n'était pas prêt pour les élections, je crois qu'il ne peut que faire ça. Moi je me rappelle quand je grandissais une année, où je me suis rendu compte que je pris à la légère comment le cours avançait et qu'à la première période, je n'ai pas pu réussir. À la deuxième période, je n'ai pas pu réussir. Tout ce que je rêvais, c'est que l'année devienne une année blanche. Donc, pour que finalement, qu'on reprenne et j'essaye de me ressaisir. C'est ce que les autres veulent en réalité. Donc, ils ne sont pas prêts pour les élections. D'ailleurs... Qui ne sont pas prêts? Alors, je veux même citer le M. Fayoulou qui venait de dire qu'il venait de se retirer du processus électoral. Après, je suivis lors de leur meeting qu'il a dit qu'il ne s'était pas retiré, mais qu'il exigeait notamment ce que je venais d'évoquer tout à l'heure. C'est le rétro-pédalage, Jules V s'est rendu compte qu'au finish, il allait vraiment rester. Madame, oui. En 2018, il y a eu 46 millions d'enrôlés. Actuellement, en 2023, il y a eu 48 millions d'enrôlés. Vous imaginez? Donc, même quand le FCC dira je ne pars pas aux élections, nous on réalise qu'en 2018 il y avait 46 millions et aujourd'hui nous avons 48 millions. Même quand Fayoulou va se dire il reste avec 48 millions d'enrôlés, c'est déjà un signe positif que les gens se sont enrôlés et que nous allons vers les élections. Les gens veulent les élections. Donc on ne pourra pas finalement le changer. Plusieurs fois la CENI a ouvert ses portes avec des journées portes ouvertes et que des gens devaient venir. Les gens de l'opposition ne viennent pas.
On venait de faire l'audit du fichier électoral. Ils devaient envoyer leurs témoins. Ils n'ont pas envoyé de témoins. Et ils attendent à des observateurs indépendants. Mais même au niveau comment on appelle ça, l'OIF, il n'y a pas un bureau où il y a vraiment un bureau des auditeurs du fichier électoral. On fait toujours recours aux experts. Alors, des experts sont généralement des experts indépendants. Alors, des experts sont venus et ils ont audité le fichier électoral. On avance. Toutes les raisons qu'ils sont en train d'évoquer, c'est chercher une chose et son contraire. À ce stade, nous sommes à 5 mois des élections. Si vous voulez qu'on puisse revisiter la loi électorale, vous voulez qu'on puisse remettre en cause le bureau de la CENI, qu'on revienne encore revisiter le fichier électoral, finalement, au même moment, vous voulez les élections dans le délai. Comment ça va se passer? En réalité, ce qu'ils veulent, c'est le dialogue. Il y a des gens peut-être qui ont un problème de financement. Ils se disent, bon, en tout cas, accrochons-nous au dialogue. Après le dialogue, ça va nous amener à peut-être un gouvernement de large union nationale où on va peut-être se partager des gâteaux, on va se faire une certaine santé financière. Est-ce que c'est toujours aussi possible? Mais à ce stade, c'est impossible, on ne peut plus reculer. On avance vers les élections et nous ne pouvons que partir. Le contrainte, puisqu'on en a parlé ici, je crois qu'il fallait aussi en faire une addition. Oui. Les deux contraintes consistent principalement la sécurité et le finance. Le ministre des Finances avait dit qu'il y a déjà un fonds mis à côté alloué pour les élections. Alors nous allons attendre, nous allons mettre le ministre des Finances devant ses responsabilités, puisque vous avez promis. Alors mettez le fonds à la disposition de la CENI. Les contraintes sécuritaires, moi je pense que quand en 2018, on a justifié 46 millions d'enrôlés, tout simplement parce qu'on avait dit qu'il y avait un problème à Beni, à Yumbi et à Butembo. Beni, Butembo, Yumbi, ce sont des territoires entiers qui n'ont pas participé aux élections, mais nous avons quand même voté. Et actuellement... Mais ça pose quand même un problème de légitimité, mon cher ami. Non, mais attendez. On ne va pas répéter le même fait. Ça peut poser un problème de représentativité, mais pas de légitimité. Non, de représentativité, d'accord, jouez avec le mot comme vous voulez, mais ce sont des citoyens congolais comme vous. Écoutez, on a fait... Le nombre des électeurs attendus, c'était 49 millions d'électeurs pour toute la République. Maintenant, nous avons enrôlé 48 millions d'électeurs. Vous allez dire, il y a un problème de légitimité. Quand sur 49 millions, il y a 48 millions... Ils ont le même droit que vous et moi, mon cher. Effectivement. Ils doivent aussi voter. On ne va pas rester là pour dire, écoutez, ça s'est passé hier, et donc aujourd'hui, on va refaire la même chose. Non. Tout Congolais a droit d'élire son dirigeant qu'il veut. Ça, c'est clair. Docteur Aron, la démocratie, c'est la loi de la majorité. 48 millions d'enrôlés, vous n'allez pas dire pour le 1 million qui reste, alors finalement, repoussons les élections, puisque non. Je voulais donner une précision ici, puisque j'ai parlé des territoires entiers. Actuellement, il n'y a pas un territoire entier qui est sous occupation de rebelles. C'est vrai que le média en communique autrement, mais jusque-là, ce ne sont que de petits villages qui sont sous contrôle de rebelles. Même ces petits villages. Un territoire tout entier, parce que le territoire, c'est l'ensemble de plusieurs villages. Il y a des Congolais qui vivent là-bas. Mon ami Aaron, que les Congolais qui n'ont pas pris part aux élections de 2018, excusez, cher ami Serge, que les amis qui n'ont pas pris, les Congolais qui n'ont pas pris aux élections de 2018, qui ne se considèrent pas sous-congolais que les autres, qui ne se considèrent pas moins congolais que les autres. Vous avez dit ça très bien ici, que ce sont des contraintes. Et lorsque nous voulons réaliser une chose et on veut mettre devant nous cette contrainte, c'est une manière de dire une chose et son contraire. On a posé la question par Madame Bénédicte par rapport aux revendications des amis de l'opposition. Oui, des revendications, c'est tout à fait fondé et légitime, mais écoutez, quelle est la stratégie? La stratégie ici est qu'on va continuer à monter les enchères, demander qu'on revienne sur le fichier électoral, qu'on revienne sur le bureau de vote, tout ce qui est comme loi électorale. Mais c'est pour préparer à la fin, quand il y aura le résultat de contestation et des revendications qui va encore plonger le pays dans l'insécurité. C'est ça, voilà même la déclaration du chef de l'État lorsqu'il était en déplacement dans la province, pour dire que maintenant, on ne va plus laisser les gens jouer avec la sécurité de notre pays. Il y a des gens qui préparent des coups d'État, il y a des gens qui préparent plonger le pays dans l'insécurité. Et ça commence avec des trucs pareils. On met en place des revendications sur le fichier électoral. On appelle le peuple de faire des marches pour demander la révisitation du fichier électoral. C'est une façon de préparer. C'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau, oui. Mais ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais vous avez suivi, vous avez Serge ont fait la même chose hier à l'opposition. Mais c'est même ceux qui sont en train de J'allais dire, il n'y a rien.
Rien de neuf, Ceux qui tout sont est en train vieux de finalement contester dans cette aujourd'hui histoire. les fichiers Mais- électoraux en 2018, excusez s'il vous plaît madame. Allez-y. Ceux qui contestent aujourd'hui les fichiers électoraux, en 2018, ils ont bien dit qu'ils n'iront pas aux élections avec la machine à voter. Mais après, ils sont revenus pour dire qu'ils étaient les mieux élus et les mieux votés, pendant que vous avez demandé au peuple de ne pas partir voter avec la machine à voter. Vous voyez la contradiction, vous voyez dans quel trou on met le peuple pour chercher à créer toujours l'insécurité. Il faut dire au peuple que nous allons aux élections, les fichiers électoraux ont été audités. Si eux veulent seulement l'équipe qui doivent venir auditer les fichiers électoraux, ça devient tout à fait difficile. La CENI, elle est indépendante. On appelle ceux qui sont capables de venir auditer les fichiers électoraux. Le travail a été fait. Ouais. Et nous attendons maintenant que les gens aient déposé leur candidature. Madame, vous savez, tout ceci ne vient que me réconforter encore dans ma position d'antidémocratie. Vous savez, on a connu ces faits, je me souviens, je crois en 2011. Comment est-ce possible? Non, je vous dis la vérité. Tout ça, je me demande si nous méritons vraiment la démocratie. Je crois en 2011, il y avait une opération avant les élections. Les opposants marchaient, je crois, tous les jeudis ou tous les vendredis comme ça, ils exigeaient quoi? Serveur. Tout côté à la serveur. Comme si c'était une maison où ils doivent entrer dedans. On doit avoir accès au serveur de la CENI pour savoir ce qui se passe. Après, ce n'est pas nouveau. Même aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Hier, l'UDPS a fait aussi la même chose. En 2006, l'UDPS a demandé aux gens de ne pas aller voter. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu élection. C'est comme pour dire aux amis de l'opposition qui se rétractent aujourd'hui qu'écoutez, quand le train est en marche, il est en marche. Hier, les gens de l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, ils ont fait la même chose. Hier, ils ont contesté les élections. En 2011, vous allez vous rappeler, monsieur d'heureuse mémoire Étienne Tshisekedi, candidat président de la République, à l'issue des élections, il a contesté les élections. Vous savez tout ce qu'il y avait eu après. Mais après, Kabila nous a géré jusqu'en 2018. Kabila était au pouvoir. Donc ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Maintenant, nous, élites du pays, avec les expériences de 2006, de 2011, de 2018 et bientôt 2023, nous, élites du pays, on doit maintenant mener des réflexions profondes pour dire, est-ce que ce système nous va? Depuis que nous avons commencé à avoir des élections au pays, qu'est-ce que ça nous a apporté? À quoi bon de changer tout le temps les gens à la tête du pays si après notre situation ne s'améliore pas? Nous n'allons pas rester dans une formule magique ou une formalité de faire des élections, aller, après encore, ce sont des guéguerres, l'opposition dit non, il faut revoir le fichier, il faut recomposer les bureaux, ainsi de suite. Pendant ces temps, nous-mêmes, notre avenir est hypothéqué. Nous, élites du pays, nous devons mener des réflexions profondes. Il faut se poser de bonnes questions. Il ne faut pas rester sur les superficiels pour dire, écoutez, on va aux élections, l'opposition ne veut pas, mais on va quand même aller, le pouvoir dit ceci, l'opposition dit cela. Non, c'est là où je me dis, il faut se poser la question, les acteurs politiques et la population, est-ce que ce système démocratique nous va? Est-ce que ces élections, tout le temps, est-ce que ça nous profite? Il faut voir, il faut faire une étude, il faut faire une sorte de synopsis, regarder à l'Afrique, regarder toutes les nations africaines. À chaque fois qu'il y a les élections, ça nous divise. À chaque fois qu'on le problème de la division après les élections, ce n'est pas qu'en RDC. Je vois que nous avons vu les États de le capital pour la première fois dans l'histoire. Les États-Unis, Trump a dit, a réclamé la vérité des urnes. Donc, ça veut dire que dans tout ce que l'humain fait, dans tout ce que l'humain fait, il y a toujours de l'imperfection. Vous voyez, nous avons fait le choix. Quand on fait un choix, il faut assumer ce choix. Nous avons fait le choix de la démocratie, nous avons fait le choix d'aller aux élections. Je suis d'accord avec vous. On doit assumer les choix, mais il faut se remettre aussi en question. N'est-ce pas? Quand on regarde les résultats que ça produit, à un moment donné, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Non, le résultat que ça produit de fois, c'est alimenté par les Occidentaux et ses opposants en mode de positionnement. Puisque un opposant en mode de positionnement, nous avons vu comment cette opposition n'a pas réussi à mobiliser ne serait-ce que 500 personnes sur le boulevard. Alors, une telle opposition de 4 leaders qui se réunissent, ils ne sont pas en mesure. Ils doivent mettre la machine. Non, pas du tout. On n'est pas dans les plans. Pas du tout. Les élections, c'est la mobilisation, mon frère. Les élections, c'est la population, la masse qui va élire. Alors, des sondages annoncent déjà la couleur des élections. Quand nous voyons le cas, non, c'est-à-dire, je dis, à partir des actions qui se posent sur le terrain, on sait se faire une idée. Parlez de quelles actions concrètement? Non, je donne l'exemple du sit-in que les 4 leaders ont organisé sur le boulevard pour aller à la CENI. Vous voyez la mobilisation. Si les 4 leaders peuvent produire cette mobilisation, ils se rendent eux-mêmes compte qu'ils ne pourront pas aller aux élections. S'ils partent aux élections, ils ne gagneront pas. Ce qui est plus dangereux, nous commençons à vivre une opposition qui marche avec des armes, porteurs des armes. Donc, c'est pour dire que quand on sort, si on se rend compte qu'on n'a pas pu mobiliser,
Un opposant qui a son arme peut tirer sur une manifestation et sur une manifestant. Je Et crois on va comprendre que mettre ça cette sur la histoire a tête du été gouvernement. éclaircie, non? Non, mais ça, écoutez, depuis qu'on Après, a eu ne nous éloignons pas du Tshisekedi débat, ici, on n'a s'il jamais vous plaît. appris que le vieux Tshisekedi sortait avec son arme. On ne l'a jamais su. C'est maintenant qu'on apprend que des opposants sortent avec des armes. Et ça, c'est dangereux. C'est pour dire que s'ils veulent aujourd'hui charger le gouvernement, puisqu'ils ne veulent pas des élections, lui-même peut tirer sur un manifestant et l'abattre. On mettra ça sur la tête de l'État. Ça, c'est dangereux. Donc, la population doit être prudente, comprendre que nous allons vers les élections. Ceux qui sont prêts pour les élections se préparent pour les élections. Ceux qui ne sont pas prêts trouvent de prétextes pour que les élections ne se tiennent pas. Alors, ça n'a pas sa raison d'être. Vous savez qu'on avait ouvert Évoluons, s'il vous 22 plaît. 500 bureaux. Il nous reste 12 minutes. Pour l'enrôlement, oui. Je vais citer là. On avait ouvert 22 500 bureaux pour l'enrôlement. Mais il n'y avait que 1171 témoins. Sur 22 000 bureaux, à peine 1171 témoins. Vous vous rendez compte que même eux ne veulent pas aller auditer le fichier, même eux ne veulent pas être là pour voir l'inclusivité de la CENI. Donc, ils ne doivent pas tromper la population, ils ne sont pas prêts. Tous ceux qui trouvent comme prétexte, c'est soit ils manquent le moyen, soit ils ne sont pas prêts, ils savent qu'ils ne vont pas remporter les élections. Très bien, oui, Joss. J'ai aimé, je continue à accompagner mon ami Aaron dans sa manière de réfléchir, parler de ce système démocratique. Oui, on a toujours partagé cette réflexion ensemble, mais je l'ai toujours dit qu'aujourd'hui, le choix de système démocratique, c'est le choix un peu le moins dangereux par rapport à notre pays, par rapport à la configuration de notre pays. Si aujourd'hui on opte pour un autre système qui va pérenniser un régime pour longtemps, et je vous dis, on risque de tomber dans des scissions, on risque de tomber dans des divisions. C'est le système Je de ne pense moins pas. dangereux. J'aimerais bien avoir vraiment un débat avec vous sur cette question. Et aujourd'hui, je vous dis, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces débats. Mais aujourd'hui, si on veut aller dans un système en dehors de la démocratie, ça veut dire qu'on aura des dirigeants qui vont rester pendant ad internam, où ils vont rester là en train de gérer. Pas sans forcément. Mais Kabila était là 18 ans, mon frère. C'est plus de 7 ans. Mais si vous voulez 18 pas aller ans, dans un Mobutu, système 32 ans, démocratique qu'est-ce qu'il a fait? où il n'y aura pas des élections qui seront organisées, les dirigeants qui seront sur place, les dirigeants qui vont avoir la responsabilité de gérer, comment est-ce qu'ils seront changés? Ils vont dépendre. Mais c'est ça le travail de l'élite. Il faut réfléchir à un système qui ils vont nous dépendre d'une seule personne, ils vont dépendre d'une seule direction, et ça va plonger le pays dans tout ce que nous avions connu ça, bien c'est avant. ce que l'Occident Mais vous a mis aujourd'hui en aussi, tête. Pas forcément. j'évolue par rapport à la question. Aujourd'hui, Madame Bénédicte, nous avons besoin des élections pour redonner encore le pays des dirigeants qui méritent. Nous avions passé déjà 4 exercices démocratiques. Ça, c'est le 4e exercice démocratique que nous sommes en train de partir. Oui. Et je pense que le peuple est maintenant mature. Le peuple sait maintenant juger qui parle vrai et qui parle faux. Qui sera là pour parler de ses intérêts. Nous avions vu comment tout ce que nous avions voté comme députés aujourd'hui, quels sont les résultats qu'ils ont produits actuellement. Ils n'auront pas des discours. Oui, il y a quelques-uns qui se sont démarqués, mais la plupart des gens qui ont vendu des illusions à la population ne vont plus revenir. Eux-mêmes vont déjà se rétracter parce que le peuple est maintenant mature. Le peuple sait à qui donner confiance cette fois-ci. Et nous qui sommes en train de demander au peuple d'être vigilant, de comprendre que nous irons aux élections, donner encore plus des députés qui vont réellement défendre les intérêts de la population, il faut aller aux élections. Si les systèmes démocratiques paraissent encore un peu plus lourds pour mon ami Aaron, peut-être dans les années à venir, nous aurons des dirigeants qui vont implémenter un nouveau système qui va répondre aux besoins et aux attentes de la population. C'est nous qui allons le faire. C'est notre génération qui allons le faire. Très bien. Tout à l'heure, on parlait du comportement des acteurs aussi de la population. Nous poursuivons. En voyant certaines figures de l'opposition se retirer du processus, pensez-vous que ces élections souffriront d'un manque d'inclusivité qui risquerait de compromettre le résultat de prochains scrutins? Je parle des élections présidentielles précisément. Non, les élections sont libres. Celui qui veut participer aux élections, il vient participer aux élections. Cela ne veut pas dire si moi, X, Y de l'opposition, je me suis rétracté de la course et que les résultats qui vont sortir des urnes ne seront pas inclusifs. C'est faux. Lorsque vous vous êtes rétracté ou lorsque vous avez appelé vos membres de parti, vos membres de votre plateforme politique de ne pas participer aux élections, même s'il y avait 10 000 Congolais qui vont participer aux élections et qui iront voter, les résultats seront inclusifs.
Donc ici, il faudrait déjà dire à la population qu'il faudrait faire attention avec ces genres de discours de gens qui viendront pour diviser encore davantage, parce qu'on le sait très bien. Ils se préparent à monter encore des actions qui vont créer des scissions entre le Luba et les Bandoudou. C'est connu, on connaît déjà les gens, comment ils préparent leur jeu. Un discours tribal qui va séparer ceux qui sont du Kassai et ceux qui sont de Bandoudou. Nous ne voulons pas de cela. Allons aux élections avec un discours responsable, un discours qui appelle à l'unité. De toutes les manières, c'est notre Congo. C'est le Congo à nous tous. C'est lui qui va gagner les élections, va gérer le pays pour le bien des Congolais d'abord. Ce n'est pas pour le bien de ceux qui sont à l'étranger, pas pour le bien de ceux qui sont à l'extérieur du pays. C'est vrai, pour les Congolais qui sont de la diaspora, oui, mais pas pour ceux qui ne sont pas Congolais d'abord. Il faut éviter que ceux qui vont venir avec des discours tribaux pour diviser les Congolais, parce que les gens, ça se relate un peu. Des fois, on fait un peu film de ça, mais les gens ont maintenant tendance par les Louba. Il y a même un député qui est passé à la télé pour dire Baloubaté, c'est quel genre de discours? Est-ce qu'on peut prendre un homme pareil, responsable, et qui s'est dit député national? Il a été élu, hein. Élu député national. Voilà la faiblesse de la démocratie. Député national et qui passe à la télévision. La loi de la majorité, c'est ça. Et qui crie tout haut et laisse devant Baloubaté. C'est comme si les Louba devenaient le moins congolais. Le fait de répéter ça même sur ces plateaux me fait mal aux oreilles. Évoluons, s'il vous plaît. C'est pas tout à fait normal. Et nous vous appelons déjà à la responsabilité des dirigeants politiques, la responsabilité des leaders politiques, de ne pas mener des discours tribaux, de ne pas mener des discours de division. Vous avez un plan, vous avez un programme, vendez votre programme au peuple et laissez le peuple décider, laissez le peuple de juger. Si vous devez être réélu, alors c'est bon, on part aux élections. Oui, moi je veux renchérir ce qui vient de dire, parce que ça vaut la peine que la population retienne, que la population qui nous suit, comprendre que ce discours du tribalisme, nous ne devons pas céder. Les Congolais, au fait, ne sont pas tribalistes. Depuis toujours, puisqu'on s'est marié entre nous. Il y a un Mukongo qui s'est marié avec un Mungala, un Mutswahili qui s'est marié avec un Muluba. Ça, c'est notre vie au quotidien, en fait. Ben maintenant, les gens qui alimentent le tribalisme ne sont que des politiciens. Quand ils sont en mal de positionnement, ils se cramponnent dans le tribalisme. Vous voyez, même quand on arrête un politicien qui a détourné l'argent, vous allez vous rendre compte que les gens de sa communauté vont sortir. Nous, ressortissants de la DNINI, nous disons ceci pour nous, la libération immédiate. Apparemment, ici, nous, les ressortissants de... Nous disons un grand merci au chef de l'État d'avoir choisi un des nôtres. Donc, c'est-à-dire qu'un discours tribaliste qu'il faut vraiment condamner. Alors, je vis ça quand on a organisé les élections de gouverneurs ici. Chaque candidat est allé postuler seulement dans sa propre province. Vous voyez, pourquoi on ne pouvait pas voir un candidat du Congo central postuler dans le Maniema? Donc, tout le monde, c'est ça la lecture de politiciens. Par contre, vous pouvez voir un joueur comme Kalouitou Kadioko qui vient du Congo, mais jouer à Lubumbashi et émerger sans problème. Vous pouvez voir un boxeur comme Maroy, qui est peut-être, je ne sais pas, il est de quelle province, évoluer dans une autre province, sans problème. Mais le politicien, il se cramponne dans leur tribu. Ce sont eux qui alimentent le tribalisme. Donc, nous avons vécu dans ce pays où nous avons vu Maman Zouziouan Bombo être gouverneur dans le Congo central. Le marché central qu'il y a dans le Congo, c'est elle qui a construit. Nous avons vu un certain Konde Vilakikanda, qui était né Congo, être élu à Goma comme député national. Donc, nos politiciens devaient atteindre ce niveau-là. Il y a une petite partie dans... Il n'a jamais été trop tard pour bien faire les choses. Voilà pourquoi nous sommes ici sur ces plateaux. Tout à fait. Voilà pourquoi nous devons marteler là-dessus. Tout à fait. Dans notre hymne national, il y a une petite partie qui dit « Unis par le sort, unis dans le fort ». Donc le sort a fait qu'aujourd'hui, vous êtes du Kassai, nous sommes partagés comme ça. Vous êtes Kassai, l'autre de l'Équateur, l'autre. Ça, c'est uni par le sort. Maintenant, nous devons fournir cet effort pour être unis maintenant. On se dit, bon, au-delà de ce découpage, restons unis par le Congo. Exactement. C'est comme ça que la population devait voir les choses. Malheureusement, les politiciens viennent toujours nous tirer dans le fait du tribalisme. Espérons que cette fois, ça ne va pas se reproduire. Et si jamais ça arrive quand même à se reproduire, je compte sur tout un chacun de vous ici sur ces plateaux aussi. À la maison, je parle également des internautes qui nous suivent partout sur Facebook et TikTok, afin de relayer ces messages que nous ne voulons pas du tribalisme.
Rien ne peut aujourd'hui encourager le tribalisme. Peu importe les candidats favoris, le Congo reste un et indivisible. Si nous avons un président, que ce soit du Kasaï, du Congo central, de l'Équateur ça reste un enfant du Congo au-delà de tout, et il sera le président de tous les Congolais. Voilà. Madame, permettez-moi de placer un mot, s'il vous plaît. Allez-y. Vous avez parlé du caractère inclusif des élections. Je veux d'abord dire que le caractère inclusif n'est pas personnel. Hein. Il faut dépersonnaliser ces concepts. Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas dans la course que ce n'est pas inclusif. Ce n'est pas parce que ma province n'est pas dans la course que ce n'est pas inclusif. Donc les politiciens doivent d'abord enlever ça. Parce que quand on demande aux gens de venir déposer des candidatures, on demande à tout le monde en fait. Il suffit de satisfaire aux exigences que la CENI pose, notamment être âgé de ceci, avoir tel document. Et vous venez, vous êtes libre. Quand vous vous rétractez de vous-même, après, il ne faut pas dire que ces élections n'étaient pas inclusives parce que vous, Monsieur X, Monsieur Y, vous n'étiez pas là. Pas du tout. Maintenant, puisque ceci nous amène à parler de cet art qui ronge la République démocratique du Congo, les tribalismes, madame, je vous suggère d'ailleurs, si on peut avoir une émission bien élaborée. On en a déjà sur ça. parlé, C'est important. et c'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter là. Encore. Vous savez, moi, j'ai toujours été choqué par un Chaque fait. année, je fais minimum 3 émissions par rapport à ça. Par rapport au tribalisme. Très bien, c'est justement. quelque chose à encourager. Je me dis quelque part, apparemment, c'est nous-mêmes qui avons consacré aussi le tribalisme dans ces pays. En fait, en RDC, on n'est pas tribaliste, comme vous l'avez dit. Vous savez cette histoire, par exemple, quand on doit proposer les membres du gouvernement, quand on parle de la géopolitique, moi, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est une façon le de tribalisme consacrer le officialisé. tribalisme. Oui. C'est une manière d'officialiser le tribalisme. Oui. Pourquoi on dit non, il faut seulement que quelqu'un aussi de Bandundu soit là. Il faut aussi que le territoire X soit représenté. Mais s'il n'est pas représenté, ceux qui sont là, ils ne sont pas des Congolais. Ce sont des Permettez-moi Congolais. d'ouvrir une parenthèse rapidement, parce que tout à l'heure, vous avez assez parlé du Kasaï, etc. Ça n'a rien à voir au fait que je sois de là. Mais c'est vrai que le président actuel est du Kasaï. Mais allez vous renseigner, hein, je vous laisse un devoir, allez vous renseigner. Il y a une province qui a à ce jour plus je parlerai des élus, aussi de personnes nommées même. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est plus que le Kasaï. Ça n'a rien à voir avec le Kasaï, ça n'a rien à voir avec... mais allez vous renseigner. Justement. C'est la fibre tribale que les politiques utilisent souvent. On veut vous miroiter, on veut vous dire, il est de là. Regardez, et c'est pour ça que... Mais pourtant, ça n'a rien à voir. Il y a des faits qui coïncident. Hein. Vous savez, moi, je peux vous approcher pour ce que vous êtes, pour votre intellect. Ça sera votre mot de la fin directement, cher docteur. Mais par coïncidence, je me rends compte que nous sommes de la même tribu. C'est peut-être une autre personne qui va venir te le faire remarquer. Pendant que tu n'avais même pas eu cette idée. Ah, Maman Béni, tu travailles avec Maman Béni. Ah, vous avez Kolomoko. Peut-être que vous n'avez même pas fait allusion à cela. Ouais. Donc les gens viennent toujours alimenter cette fibre tribale-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons décourager la population. La population doit savoir, tout acteur politique qui vient brandir la fibre tribale avant, ça veut dire qu'il est incompétent. Il n'a pas de programme. Merci. Oui, madame. Moi, je vais donner un exemple. Moi, je crois que quand j'étais étudiant... Rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Je crois en 2006 Il nous reste 9 minutes. Ou 2007, je fais mon stage à l'hôtel de la Monnaie ici à Kinshasa. C'est tout le monde, en tout cas, je dis bien tout le monde qui parlait Swahili. La langue qui s'est parlée là-bas, c'était Swahili. Donc, même le militaire qui était commis à la garde là, au parking, quand il faut parquer le véhicule, en tout cas, tout le monde parlait Swahili. Je me disais, au finish, tout le monde ici est Swahiliphone ou tout le monde s'est déguisé en Swahiliphone. Ça ne posait pas de problème à l'époque. C'était sous le régime de Kabila. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit 2, 3 personnes du même coin se réunir et dire que Moulouba, je crois que ça, ce n'est pas quelque chose à encourager. Ce sont des choses qu'il faut décourager. Pas seulement les Balouba, les Swahili aussi ont été victimes de ces mêmes faits. Les régimes passés, on disait aussi Swahili. C'est quelque chose qu'il faut décourager, que ce soit pour les Swahili, que ce soit pour les Louba. Rapidement, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps. Actuellement, il y a plus d'accent là-dessus, mais je crois que puisque nous allons aux élections, ceux qui sont prêts ne peuvent que déposer leur candidature. Vous remplissez les critères, la CENI va vous retenir. La CENI a même ouvert ses portes. J'ai même suivi la rapporteure de la CENI qui a dit que très bientôt, eux, le bureau de la CENI vont aller vers certains leaders politiques. Donc ils vont aller vers le Martin Fayulu, vers tous ces gens-là pour échanger, parler. Toujours c'est dans le cadre de l'inclusivité. Très donc, bien. Actuellement, que les gens préparent leurs témoins,
ou les observateurs pour que tout soit intégré. Les portes de la CENI sont ouvertes et quand on n'y va pas pour amener les discours à la télévision disant qu'ils ne maîtrisent rien, c'est pour une façon de manipuler la population et ce n'est pas une très bonne chose. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. J'ai toujours aimé participer à cette messe de réflexion parce qu'on ne parle pas de tendance politique. On réfléchit comme des élites, on réfléchit comme des scientifiques pour des besoins de notre pays, pour le besoin de faire avancer les choses. Et à la veille de la célébration de 63e année de l'indépendance de notre pays, il y a une pensée qui me revient en tête, celle de Lumumba, qui disait, je cite, « Le peuple qui nous attend demain a besoin de paix, a besoin de pain, a besoin de progrès. C'est ça qui doit animer nos acteurs politiques. Le peuple qui nous attend là, dans les élections qui vont bientôt s'organiser, a besoin de pain, a besoin de paix, a besoin de progrès. Nous devons travailler dans ce sens-là. Nous devons nous dire nous-mêmes, même si je ne suis pas élu, que c'est lui qui est élu là, doit travailler pour réaliser les attentes de ce peuple. Travaillons dans ce sens. Et si nous travaillons dans ce sens, lorsque le pays va avancer, lorsque le pays avance, c'est pour l'intérêt d'abord du Congolais. Je crois que ça serait peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup. Il y a peut-être quelqu'un qui nous a trouvé en cours de l'émission et qui se pose la question, mais finalement, au début, j'essayais de comprendre, mais là, je ne comprends pas trop. Ils ont parlé de quoi et de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Nous avons aujourd'hui parlé de la processus électoral, le train désormais en marche. C'était donc notre fil conducteur du jour. Vous nous avez certainement trouvé en train de parler du tribalisme. Vous vous demandez, tribalisme point. Élection. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu toutes formes de violence lors des élections passées ici. Et je pense qu'il est de notre devoir de pouvoir communiquer autour de prochaines élections qui vont arriver ici, dans notre pays. Mboko eza mboka tribalisme te. Nzamba pesa biso nyonso tu mboka moko béni du sol et du sous-sol. Et puis nzamba pesa biso na bato mayele o bakoki pe ko diriger comme mango likolo. Apesi biso ba médecin, ba journaliste, ba politicien. Donc bato mayele na ba secteur nyonso tu. Tribalisme quand on est aux oboya. Parce que tribalisme nous faire partie de la richesse où nous avons pu s'habituer. Oui, tu as un coltan, tu as un or, tu as un manganèse, tu as un mine, tu as un agneau surtout. En quand on est aux oboya. Tribalisme quand on est aux oboya. Oh, nous avons la bino tribalisme en élection et que pour ça la maboy, il faut ça la monter à côté boy boy, nous ma casse. Parce que tribalisme on peut avancer à battre. Bon quand ça bateau bakufa qui récemment on a marre élection. Batunde va perdre kit. Ba vie humaine de kenda kit. Image à Congo quand ndé beba kit. Tout ça sous Nathan on a été. L'heure est arrivée de pouvoir prôner la paix, mais la paix de la plus belle manière possible. Ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous avec moi ici, ça sera le mardi de la semaine prochaine, 9h30, 11h juste, ici, sur B1 Télévision, l'excellence de la simplicité. On ne change pas l'équipe qui gagne, et donc on sera certainement avec cette même équipe. Merci à Michel Mombongo, merci à Maître Yannick, merci à... Pardon? Jackson, Neptali, Jack. Il y avait une fille là, la caméra woman, Santiche. Qui a assuré le son aujourd'hui? Jérémy Lyon. Ah, Jérémy. Merci à Jérémy qui était à la fois à la caméra et qui en même temps assurait le son. Qui d'autre? Nana Bossani. Henri Kabongo était là également, je l'ai vu quelque part. Merci. Alphine Fouta. Merci. Alfred Nsibou, je l'ai vu tout à l'heure. Vous avez compris, chers téléspectateurs, qu'il était question d'honorer la grande équipe technique qui a travaillé ce matin, mais d'arrache-pied, rien que pour avoir le rendu que vous avez eu depuis 9h30 chez vous à la maison. Moi, vous me connaissez, votre maman bénie, chouchou d'amour, Bénédicte Kalengay. On se dit la semaine prochaine. Entre-temps, dernière Ligue Banga de l'émission, ça manque jamais, à mon Johan Gabriel Ivans Kalengay. Monsieur le professeur, monsieur le juge, au revoir, prenez soin de vous, le programme continue sur B1.